Bienvenue à vous cet après-midi. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie du Forum for Ag 2021. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions directement en ligne sur le site de l'événement. Si vous étiez avec nous ce matin, vous le savez. Si vous nous rejoignez cet après-midi, je vous explique comment ça se passe. Vous avez un cadre qui apparaît juste ici en dessous de ma tête. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions directement dans le cadre, en anglais ou en français. Et puis, vous pouvez évidemment réagir tout au long de cet après-midi avec les échanges qui vont donc se poursuivre grâce au hashtag Forum for Ag. Ça se passe bien sûr sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle également, vous pouvez vous promener sur ce fameux site web en fait de l'événement qui vous permet notamment d'utiliser les chats pour discuter entre vous. Vous pouvez accéder également aux espaces d'exposition comme si vous étiez sur un événement en présentiel. Vous pouvez également télécharger des recettes durables dans la partie cuisine. Bref, tout est complet. Vous pouvez donc vous balader librement sur ce site qui est très complet. Et pour les présents en salle, même chose que ce matin. Pour vous donc qui nous avez de nouveau rejoint cet après-midi, je vous demande de bien vouloir garder le masque effectivement. Et je vois que la consigne est parfaitement respectée. Donc c'est parfait. Je vous l'annonçais tout à l'heure en fin de matinée si vous étiez à nos côtés. Nous allons maintenant ouvrir une table ronde sur le thème des forêts françaises face au changement climatique. Je souhaite donc la bienvenue à nos 5 intervenants. Il s'agit de Jean-François Dott, Sylvie Alexandre, Guillaume Saint-Denis, Antoine Damécourt et Bertrand Servois, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi et d'avoir accepté notre invitation. Comme souligné par la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts pour la période après 2020 jusqu'à juillet 2021 en tout cas, une des initiatives phares du Pacte vert pour l'Europe avec la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, les forêts sont des alliés essentiels pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Elles sont des puits de carbone, elles atténuent les effets du changement climatique, notamment en refroidissant les villes, en nous protégeant des inondations importantes et en réduisant les effets de la sécheresse. Les forêts sont d'autre part un écosystème qui constitue, en tout cas sur le plan de la transition énergétique, à la fois un puits de carbone et une source d'énergie renouvelable. La forêt fournit également de nombreux produits, dont le bois évidemment, qui est par exemple valorisé dans la construction et sous forme de combustible. Et il s'agit de la première ressource d'énergie renouvelable dans l'Hexagone, avec notamment 4% de la production d'énergie française. La COP26, qui s'est déroulée en novembre 2021, donc ce mois-ci, a elle aussi apporté des engagements pour les forêts. Une centaine de pays représentant 85% des massifs boisés mondiaux se sont engagés à réduire la déforestation d'ici 2030. Les pays signataires s'engagent ainsi à stopper et à inverser la déforestation et la dégradation des terres d'ici 2030. La Chine, la Russie, la France, l'Australie ou encore les États-Unis font partie de cet accord. Cependant, les multiples fonctions remplies par les forêts se trouvent au carrefour d'enjeux qui sont à concilier. Jean-François Dott, rebonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous cette table ronde cet après-midi. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE à Orléans. Votre spécialité est la transformation des pratiques de gestion durable des ressources forestières pour faire face aux défis du changement climatique, puisque c'est l'objet, je vous le rappelle, de notre table ronde. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, Monsieur Dott, vos réflexions actuelles en la matière ? J'ai été pilote d'une étude conduite par l'INRA à l'époque et l'IGN en 2017 sur la question suivante: comment les forêts, la filière forêt-bois, peuvent contribuer à l'atténuation du changement climatique, tout en tenant compte des contraintes liées à la nécessaire adaptation de ces forêts, et puis également à l'émergence de grandes crises sanitaires qui, à l'époque, n'étaient pas encore complètement avérées dans le paysage, mais qui le sont devenues malheureusement très vite ensuite. Ce qu'on a montré, c'est que les forêts et la filière bois agissent sur cette question à travers deux grands leviers. Un levier qui consiste à stocker du carbone dans l'écosystème, soit dans les arbres, soit dans le sol, le bois mort, etc. Et un deuxième qui est l'évitement d'émissions de CO2 par l'usage de solutions bois, de préférence à des solutions concurrentes basées sur des matériaux plus émetteurs. Et ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que selon la manière dont les forêts vont être entretenues, gérées d'ici 2050,
l'impact de ces deux leviers va être très différent. Si on poursuit sur la trajectoire actuelle, qui est une trajectoire d'extensification, c'est-à-dire on gère de moins en moins les forêts européennes, c'est le levier stockage qui va prendre la plus grosse proportion. Et à l'inverse, si on remet en production, en gestion durable, des forêts qui aujourd'hui sont peu ou pas du tout gérées, c'est le levier de substitution, évitement d'émissions, qui va prendre l'ascendant. Et c'est très important d'avoir cette distinction en tête dans le contexte d'émergence de grandes crises sanitaires forestières. Car lorsqu'on est face à des émergences, des pullulations d'insectes, des grands incendies catastrophiques comme on les voit sur d'autres continents, mais aussi en Europe, on peut être confronté à un relargage massif du carbone forestier vers l'atmosphère, un relargage incontrôlé, et d'autant moins contrôlé que ces forêts seront moins gérées, moins équipées, avec un réseau d'entreprises moins efficace pour mobiliser leurs produits. Et donc, le contraste entre ces différentes options pour gérer nos forêts, il est très important sur la viabilité, la durabilité des actifs carbone liés à la forêt. Si nous continuons de laisser nos forêts aller sur leur trajectoire en les mettant sous cloche, ce qui est préconisé par certains acteurs, nous nous exposons à des déconvenues très importantes du point de vue de la viabilité du carbone forestier, une incontrôlabilité et surtout une dégradation du bilan qui peut aller jusqu'à une transformation des forêts en émetteurs de carbone plutôt qu'en puits de carbone comme elles le sont aujourd'hui. A l'inverse, si nous jouons plutôt sur un levier utilisation du bois, transformation des produits forestiers pour construire par exemple plus durablement avec davantage de bois, ou en utilisant aussi des coproduits des industries du bois, voire des bois de première éclaircie pour se chauffer par exemple, là nous capitalisons immédiatement des bénéfices carbone, puisque toutes les émissions qui sont évitées en choisissant ces solutions bois sont des bénéfices carbone définitivement acquis et qui ne sont pas susceptibles d'être remis en cause par les aléas, les grands accidents forestiers. Donc voilà en gros sur quoi je travaille et le message que j'essaie de faire passer. C'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Dott. La problématique est bien résumée, en tout cas. Je vais passer maintenant la parole à Sylvie Alexandre. Bonjour, merci beaucoup également d'être à nos côtés cet après-midi, Madame Alexandre. Vous êtes, quant à vous, membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France, à la section forêt et filière bois, experte également des jeux d'acteurs privés et publics, notamment au sein de l'interprofession France Bois Forêt et de France Bois Industrie Entreprise. J'imagine que vous avez également des choses à nous dire sur le sujet cet après-midi. Alors oui, des choses qui sont en fait en droite ligne avec ce qui vient d'être dit par mon voisin. Ce que je suis venue faire aujourd'hui, c'est vous présenter, un petit peu avant qu'il soit publié, un point de vue d'académicien qui a été travaillé au sein de la section forêt et filière bois de l'Académie d'agriculture et dont je précise qu'il n'engage pas l'Académie, mais selon la tradition, uniquement les signataires du point de vue. Le moment nous paraît propice pour des tas de raisons qui viennent d'être rappelées et sur lesquelles je ne m'étends pas. Lorsqu'on étudie la dernière publication des indicateurs de gestion durable 2020, nous, les signataires, nous voyons des faits, des tendances, des menaces, des risques qui nous paraissent assez peu présents dans le débat public et médiatique sur les forêts. Celui-ci est en effet polarisé autour d'un antagonisme supposé entre la gestion forestière, la sylviculture, les plantations, les coupes, les travaux, la desserte, et la biodiversité. Comme si la gestion, la sylviculture, était un attentat contre la nature et signifiait déforestation. En revanche, on ne parle guère de ce que nous voyons dans les indicateurs de gestion durable. Des surfaces en forte expansion, surtout par des prix agricoles, des volumes sur pied qui ont été multipliés en 2 siècles par plus de 5. Je ne sais pas si vous imaginez le tas de bois que ça représente. Un vieillissement, une dilution des essences valorisables, une explosion démographique du grand gibier, c'est ici le lieu d'en parler, une mortalité qui augmente, très clairement, une vitalité qui diminue, très clairement aussi, des risques en croissance liés au changement climatique, mais aussi à la mondialisation des échanges. En revanche, sur la biodiversité forestière, les indicateurs sont nettement moins inquiétants que sur ces différents sujets. Nous voyons aussi une politique publique qui est écartelée entre des objectifs très ambitieux, la stratégie nationale bas carbone, les 12 millions de mètres cubes de récolte supplémentaires du programme national forêt-bois, et puis la faiblesse des actes qui, il faut bien le dire, ne suivent pas le discours.
Donc, ce que nous souhaitons dire, et ce sur quoi nous souhaitons alerter, c'est que la tendance actuelle sur les forêts et sur le bois, eh bien, ce n'est pas celle qui est annoncée par ces documents de politique publique. Et ça compromet gravement la transition écologique de notre pays, car les forêts y tiennent une très grande place, les forêts et le bois. Donc, le détail de ces constats, il sera bientôt disponible sur un document d'analyse de 6 pages, accompagné d'une synthèse de 2 pages. Donc, pour passer aux actes, on a mis en exergue 5 grandes priorités que je ne peux pas détailler évidemment ici, ce n'est pas le lieu. La première, c'est de rééquilibrer le bilan carbone. C'est exactement la suite logique de ce que vient de dire Jean-François ici à mes côtés. Sur 118 millions de tonnes équivalent CO2 évitées par la forêt et la filière bois, il y en a 83 dans le puits de carbone forestier, 32 dans la substitution énergie et matériaux, et seulement 2 dans le stockage dans les produits. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut rééquilibrer les différents leviers, ce qui veut dire réduire le puits de carbone forestier, n'en déplaise aux âmes chagrines, réduire ce puits de carbone et augmenter les leviers définitifs et non susceptibles d'être érodés par le changement climatique que sont la substitution et le stockage dans les produits. Nous appelons aussi à lancer un vaste programme vraiment technique, économique, d'application d'un plan de sylviculture à 2050 pour rénover, pour adapter les forêts, ce qu'ont fait nos amis allemands et que nous ne faisons pas. Dans le même temps, nous voulons que soit stimulée la demande de bois, l'innovation sur le bois matériau, qui est le petit pousset des politiques publiques et qui est aussi le petit pousset du secteur de la construction, qui a absolument besoin du bois pour être décarboné. Pourquoi ? Parce que le matériau, c'est la clé de l'économie circulaire. C'est la clé de la valorisation des produits et c'est donc la clé de la gestion durable de la ressource et des usages du bois. 4e priorité, il faut absolument arrêter l'antagonisme entre gestion forestière durable et biodiversité. Actuellement, la gouvernance en tuyau d'orgue fait qu'on ne tient pas compte de la longueur des cycles forestiers et on ne permet pas, avec la politique de protection de la biodiversité qui est mise en œuvre, qui est plaquée sur les forêts, on ne permet pas l'adaptation au changement climatique qui est absolument indispensable. Or, les arbres font partie des écosystèmes. On ne sauvera pas les uns sans sauver les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un changement de regard et donc un changement de gouvernance. Pour finir, nous appelons donc à une réforme assez radicale, je dois le dire, de la politique publique et également de la gouvernance privée. Pourquoi ? Parce que les forêts sont, de fait, à l'écart du pilotage public de la transition écologique et climatique de la France. Elles sont latéralisées. Elles ne sont pas dans la politique du climat ou de façon latérale. Elles ne sont pas dans la politique biodiversité ou de façon latérale. Elles ne sont pas dans la politique d'économie circulaire. Elles ne sont pas dans la politique de construction. Bref, tous ces enjeux. J'entendais M. Damécourt dire que la forêt et le bois sont au cœur des enjeux de la transition. Tous ces enjeux sur la forêt et sur le bois sont absolument intriqués entre eux, impliqués, intriqués. Et donc, il faut une gouvernance et une unification de cette gouvernance. On ne peut plus continuer à travailler en tuyau d'orgue entre départements ministériels. Voilà, ça c'est le message principal. C'est un message qui est assez fort en soi. Nous considérons que cet effort, il est possible, mais il est surtout indispensable. Merci beaucoup, Madame Alexandre, et merci pour les 5 priorités que vous venez également de nous évoquer. Guillaume Saintony, rebonjour. Bonjour. Merci également de votre présence cet après-midi. Vous êtes président du Plan Bleu et membre du conseil scientifique de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, bien évidemment. Alors, vos travaux abordent la biodiversité sous les angles fiscal, économique, juridique, des politiques publiques également. Il traite aussi plus largement des politiques publiques, de l'économie et de la fiscalité de l'environnement et du développement durable. Quel est votre parti pris à vous aujourd'hui concernant les forêts ? Alors, si on part du point de vue de la biodiversité qui a déjà été abordé, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites, ce qui va me permettre de rebondir un peu sur des choses qui ont été dites, le grand débat aujourd'hui sur le plan international en matière de biodiversité, c'est le débat entre land sharing, land sparing. Si certains d'entre vous ne le connaissent pas, la question est de savoir s'il faut protéger une partie de la surface du globe pour intensifier l'agriculture, par exemple, sur une autre partie,
ou s'il vaut mieux, au contraire, avoir une gestion multifonctionnelle d'une plus grande partie de l'espace rural. C'est un débat extrêmement vif. Il y a des partisans acharnés du land sharing et d'autres partisans acharnés du land sparing. C'est un débat qui est davantage anglo-saxon que français, mais il y a des milliers et des milliers d'articles publiés là-dessus en ce moment, en fait depuis plusieurs années déjà. Moi, personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à ce débat parce que je pense qu'il faut les deux. Et je pense que ce débat, par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, concerne un peu moins la forêt que l'agriculture, puisque la forêt, en tout cas en France, est déjà abordée et gérée. C'est la politique officielle, en tout cas, dans une perspective à la fois durable et multifonctionnelle. Donc, en théorie, on devrait plutôt être sur le land sparing que sur le land sharing. Néanmoins, je pense que ce débat se pose aussi en matière de forêt et qu'il ne faut pas l'éviter et que les gens qui s'occupent de forêt, que ce soit les sylviculteurs ou l'administration forestière française, auraient intérêt à l'aborder parce que on sait très bien qu'on a, je prends deux exemples, on a un certain nombre de bois et forêts qui ne sont pas rentables en France, qui ne sont pas exploités. Je prends l'exemple des bois communaux. On a beaucoup de bois communaux qui ne sont pas soumis au régime forestier pour des raisons diverses et variées, relief, petite taille, non-rentabilité. Résultat des courses, ces bois qui représentent, d'après ce qu'on dit, plusieurs centaines de milliers d'hectares, ne sont ni exploités du point de vue économique, ni gérés du point de vue de la biodiversité ou du point de vue du changement climatique. Et pour des raisons de droit, il est beaucoup plus facile de les urbaniser que des bois privés, puisque une commune peut classer d'elle-même son terrain urbanisable. C'est comme si un propriétaire privé classait un bois qui lui appartient urbanisable et peut se délivrer à elle-même un permis de construire. C'est ce qui se passe en ce moment en Île-de-France avec le Grand Paris. C'était annoncé. Nous avons été un certain nombre à le dire en disant que si on lançait le Grand Paris, il fallait dans le même temps renforcer la protection de ces bois. Ça n'a pas été fait et on constate beaucoup de chantiers de ce type en ce moment en Île-de-France. Pour les bois communaux dont l'ONF ne souhaite pas se charger, ce que je comprends étant donné la situation de l'ONF, bien qu'il y ait des instructions officielles du ministère de l'Agriculture pour qu'elle désigne techniquement ces bois et que les préfets prennent les arrêtés qui consistent à les soumettre au régime forestier, on pourrait imaginer de les gérer de façon autre, puisque apparemment ils n'ont pas de vocation économique et que l'ONF ne veut pas, pour des raisons compréhensibles, s'en charger. Ce sont des bois qui sont importants en termes de relais tram vert, tram bleu, qui sont importants parce qu'ils sont souvent en zone périurbaine en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et qui sont importants évidemment en termes sociaux, puisque ce sont là où vont se promener les gens qui n'ont pas d'espace vert privatif. Donc ils ont une dimension d'infrastructure sociale qui est importante. Le deuxième exemple, c'est la forêt méditerranéenne, dont je m'occupe plus particulièrement en ce moment via le plan bleu, et dont on sait qu'elle est peu productive en matière de bois, et que la valeur des services écosystémiques autres que la production de bois qu'elle délivre est plus importante, bien que non monétarisée, que la production de bois elle-même. Et ces forêts sont menacées par différents risques qui s'accroissent, dont celui des feux de forêt, dont les tendances sont croissantes. On a publié l'an dernier une chose qui est l'équivalent du rapport du GIEC sur le bassin méditerranéen et qui montre que le changement climatique va plus vite dans le bassin méditerranéen qu'ailleurs et que donc les feux de forêt vont y progresser. Et donc là aussi, on peut se demander si ces forêts ne devraient pas être gérées, puisqu'elles sont peu rentables, avec davantage d'importance donnée à la biodiversité. Deuxième point, très rapidement, la cohérence entre les politiques publiques qui était indiquée dans le papier de présentation. Je rejoins beaucoup ce qu'a dit Sylvie. Je pense qu'il y a une absence de cohérence. Alors, je nuancerai un peu ce qu'elle a dit dans le sens où je pense, contrairement à elle, que les forêts sont dans la politique climatique et sont dans la politique de la biodiversité, mais uniquement dans le discours, pas dans les actes. Vous avez par exemple le plan climat de juillet 2017, si ma mémoire est bonne, donc pris par le gouvernement actuel, qui explique qu'il y a une phrase, il y a toute une partie qui est, à mon avis, très bien rédigée sur forêt-climat, et il y a une phrase spécifique qui dit « Nous allons rémunérer les propriétaires forestiers pour qu'ils rendent plus de services écosystémiques et notamment qu'ils stockent davantage de carbone ». Ça, c'est juillet 2017. Et en septembre 2017, on a un projet de loi de finances pour le 2018 qui fait exactement l'inverse, puisqu'il augmente la taxation des forêts, à la fois sur les plus-values, à la fois sur les droits de mutation à titre onéreux et à la fois sur l'IFI. On est en France, dans un pays où on a un impôt sur la fortune sur les forêts, mais on n'a pas d'impôt sur la fortune sur les actions des sociétés pétrolières. C'est-à-dire que sont taxés les gens qui stockent du carbone
et sont détaxés les gens qui émettent du carbone en achetant des actions de sociétés pétrolières, de sociétés qui sont saoudiennes ou vénézuéliennes, et qui ne profitent en rien donc à l'économie française, à la recherche française ou à l'emploi en France. Alors je terminerai par là, un autre arbitrage qui à mon avis est mal fait en France, c'est l'arbitrage entre changement climatique et biodiversité. Sylvie a beaucoup parlé, et monsieur Dauth aussi, du rôle des forêts en matière de changement climatique. On a tendance à faire primer ce rôle des forêts en matière de changement climatique, qui évidemment est très important, sur le rôle des forêts en matière de biodiversité. Là où je nuancerai un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est que je pense qu'en biodiversité forestière, on sait bien que le rôle des vieux arbres est important, le rôle des arbres morts est important, qu'ils soient laissés debout, qu'ils soient laissés au sol. On peut tout à fait combiner gestion forestière avec respect d'un nombre d'arbres morts à l'hectare. Il y a d'ailleurs, je crois, dans les PSG, maintenant, il est recommandé de laisser au moins un arbre mort à l'hectare. On pourrait aussi avoir le même type de recommandation pour les arbres morts tombés et pour les vieux arbres. Je dirais un mot du label bas carbone, qui a vu le jour il y a, si ma mémoire est bonne, 3 labels bas carbone qui concernent la forêt, c'est une bonne initiative et dans l'ensemble, ils sont intéressants. Ce qu'on constate en les lisant dans le détail, c'est que tout de même, c'est une préoccupation qui est essentiellement climatique et que les aspects biodiversité n'ont pas été complètement négligés, mais pourraient être mieux pris en compte. Ce qui vient du fait que le dossier a été instruit au ministère par la Direction générale de l'énergie et du climat, qui n'a pas consulté la Direction de l'eau et de la biodiversité, ni l'OFB. Je crois qu'il y a une nouvelle série de labels bas carbone ou une actualisation des labels bas carbone, et on peut, avec très peu de choses, empêcher que certaines pratiques favorables à la diminution ou à l'atténuation du changement climatique ne soient dommageables à la biodiversité, ce qu'il faudrait quand même encourager. Merci beaucoup, Guillaume Saintony, pour tous ces éléments. On va passer maintenant à Antoine Damécourt. Rebonjour. Merci également d'être avec nous. Antoine Damécourt, vous êtes président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers, France-Sylva, une importante fédération qui représente les propriétaires forestiers au niveau national, c'est-à-dire 20% de la surface des forêts privées. Vous souhaitez, quant à vous, replacer au cœur de sa stratégie pour la forêt privée l'innovation, la production et la pérennisation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis représentant de France-Sylva. Alors, la forêt en France, c'est 30% du territoire national. Et 75% de cette forêt est privée. C'est-à-dire que les 20%, c'est 20% du territoire national et de la forêt privée. Donc c'est plus ou moins 12,5 millions d'hectares avec 3 500 000 propriétaires. Voilà, donc sur le thème de ce débat de cet après-midi, l'adaptation des forêts au changement climatique, alors il s'avère que j'étais co-rapporteur en tant que personnalité associée au mois de mars dernier d'un avis au CESE sur face au changement climatique, quelle sylviculture durable, adapter et valoriser les forêts françaises. Alors les forêts françaises, j'insiste bien sur les forêts françaises, parce que c'est vrai que dans le panel européen, finalement, nous on a des forêts du Nord et des forêts du Sud, et qu'en France, il y a des grandes disparités entre la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, celle de Normandie, celle du Grand Est et celle du Sud-Ouest. Donc c'est une grande richesse. C'est une richesse en biodiversité et en gestion, ne serait-ce que par la diversité des propriétaires, puisque 3 500 000 propriétaires, c'est une garantie de conservation de biodiversité. Alors, le changement climatique. Alors, dans cet avis, on a mis un prérequis au départ qui mérite d'être souligné quand même ici. C'est le problème aujourd'hui face au changement climatique et à la gestion de la forêt, mais en parallèle, le problème de l'équilibre sylvo-cynégétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre forêt, les plans de chasse ont été mis en œuvre dans les années 60 sous une loi Pisani pour faire évoluer les populations de ces grands animaux, des grands ongulés. Et aujourd'hui, on arrive à un point où le plan de chasse devrait être un outil de gestion et de régulation. Or, on se rend compte que dans la majorité des régions, alors je dis toujours, il n'y a pas de problème partout, mais il y a partout des problèmes. Donc ça, c'est un vrai souci, et c'est vraiment un prérequis pour cette adaptation de la forêt. Donc la forêt, elle a que des belles histoires à raconter. Aujourd'hui, 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Donc c'est bien la preuve que depuis des générations, puisque le sylviculteur, il vit du travail des générations précédentes, et il travaille pour les générations futures. Donc le sylviculteur d'aujourd'hui, il est un passeur de flambeaux
pour passer aux générations futures une forêt qui soit à la fois riche en biodiversité, qui produise du bois, parce que le consommateur a besoin de bois, à la fois en énergie et en bois d'œuvre. Donc, il y a souvent des rivalités entre le bois d'œuvre et le bois énergie. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut qu'on produise du bois d'œuvre, mais attention au bois énergie. Donc, je dis toujours que le bois énergie est au bois d'œuvre ce que l'épluchure est à la pomme de terre, c'est-à-dire qu'on ne cultive pas des pommes de terre pour faire des épluchures, mais on ne cultive pas de pommes de terre sans épluchure. Donc voilà, et ça c'est un tout. C'est la gestion du total. On produit du bois énergie, donc aujourd'hui il faut développer en matière d'énergie renouvelable, la biomasse est très importante, et quand on arrive à valoriser la biomasse, on arrive à mieux valoriser aussi et à mieux récolter, puisque la forêt privée française aujourd'hui, elle a doublé depuis 1820 en surface, mais elle souffre d'un manque de récolte. Parce que depuis quelques décennies, depuis l'arrivée du pétrole, la majorité des forêts privées françaises, c'était l'énergie. C'est pour ça qu'on a 3 500 000 propriétaires. C'est que ça fournissait l'énergie dans les hameaux, dans les villages, voilà. Donc beaucoup, les exploitants agricoles avaient tous un petit coin de forêt pour s'alimenter en énergie. Les années 60, enfin l'arrivée après-guerre, le pétrole, le gaz, on a arrêté parce que le prix de la main-d'œuvre augmentait. On a arrêté l'exploitation de ces forêts en bois énergie. Donc aujourd'hui, elles produisent du bois d'œuvre. Et on récolte pas assez. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas voir la forêt aujourd'hui, il faut voir la forêt dans l'histoire de la forêt. Donc, on sait très bien par où elle est passée, les histoires précédentes, il faut essayer d'imaginer l'histoire de demain. Et l'histoire de demain de la forêt, c'est en effet, comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est de fixer du carbone, c'est d'être riche en biodiversité et le maintien de biodiversité. Et pour ça, on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, il y a des attaques sanitaires qui posent des vrais problèmes, donc qui vont peut-être se développer. Donc il faut vraiment ne pas laisser tomber le recherche et développement. Parce que la recherche et développement, les scientifiques nous disent, le réchauffement font que l'être sera peut-être plus présent en France, le chêne pédonculaire a beaucoup de difficultés. Le sylviculteur, il dit, d'accord, mais qu'est-ce que je fais, moi? Et le scientifique, il dit, nous, on vous dit qu'il y a un réchauffement, on vous dit que telle ou telle essence pose problème, mais on ne sait pas trop vous dire ce qu'il va falloir faire. Donc c'est là qu'on doit mettre en place, et ça s'est fait. Il y a par exemple le programme Rainforest, qui est un programme européen, où il y a 25 arboretas qui ont été implantés du sud du Portugal au nord de l'Écosse, avec le même protocole, les mêmes plans, dans chaque essence des origines différentes, pour voir, avec des stations météo, pour voir sur les 10, 15, 20 années qui viennent, quelles essences vont être adaptées à quel territoire. Donc c'est la migration des essences. Ça, c'est un des sujets importants. Ensuite, il y a je dis toujours qu'en 2003, la canicule, parce que je suis maire d'une petite commune rurale, en 2003, la canicule a fait plus de dégâts dans les maisons de retraite que dans les maternités. Donc, qui dit aujourd'hui que le petit gland de chêne pédonculé dans telle ou telle région de France ne supportera pas 1 degré, 1,5 degré ou plus. Donc, tout ça pour vous dire que la forêt qui manque de récolte, qui souffre d'un manque de récolte, il faut aujourd'hui la renouveler. Il faut la renouveler parce qu'un vieux chêne qui se prend à 45 degrés pendant 3 semaines l'été, s'il n'était pas habitué, évidemment, il va avoir du mal. Donc, voilà. Et tout ça, dans la R&D, il faut qu'on arrive à faire ressortir tout ça. Et puis, notre forêt privée française, elle est riche d'une multitude d'essences. On dit souvent qu'en Allemagne, il y a une vingtaine d'essences. En France, il y a 136 essences forestières. Je ne suis pas capable de vous les réciter, je n'ai pas assez de doigts pour vous dire quelles sont les 136 essences forestières. Mais ça, c'est une vraie richesse. Donc quand les gens nous disent qu'il faut diversifier quand vous faites une plantation, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que la forêt privée française et même publique, elle est très diversifiée. Et le risque de voir partir cette diversification qui existe, c'est qu'on n'a pas la diversité des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commercialise bien le chêne, on commercialise bien les peupliers qui ont été suivis pour faire du déroulage, on commercialise bien les résineux, mais le reste de ces essences diverses et variées qu'on a en forêt, eh bien, il n'y a plus d'utilisateurs. Donc, je pense qu'il y a, ce qu'on va faire sortir, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Alors, ce sera des emplois non délocalisables. Je ne sais pas, il faut peut-être créer des plateformes d'allotement. Je vais donner un exemple. Tiens, un dérouleur de peupliers. Je lui dis, pourquoi tu déroules pas du bouleau? Il me dit, pas ça, j'achète des feuilles de bouleau finlandais
pour finir en dernière couche, mais contreplaqué. Et voilà, en France, il y a du boulot partout. Mais il faut arriver à faire de l'allotement, à regrouper ça, parce que c'est comme ça qu'on sauvera la diversité de la forêt française, qui est très riche. Donc c'est vraiment des grands atouts. Et tout ça, il faut en face de la recherche et du développement. Alors après, il faut que l'État s'implique là-dedans, parce que honnêtement, aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire forestier, que vous avez une forêt de frêne, la cale arrose sur le frêne fait que le frêne, il va disparaître. Et le propriétaire, il va falloir l'aider si on veut que ça marche. Donc il faut que l'État s'implique. La forêt, elle n'est pas bien commun, mais elle est d'intérêt général, comme Stéphane Le Foll l'avait écrit dans sa loi d'avenir. Elle est d'intérêt général. Donc par les jeux de fiscalité, par les jeux d'aide, par les jeux des services rendus par la forêt, c'est-à-dire le carbone. On fixe le carbone de l'air, on le transforme en un matériau non renouvelable, une énergie renouvelable. On purifie l'eau, les zones de captage. La forêt a un grand intérêt. On structure les paysages. Ça, c'est des choses super importantes. Et il faut arriver à faire passer ces messages. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, qui est le problème de l'emploi en forêt. C'est-à-dire que toute cette gestion forestière devrait apporter des emplois non délocalisables sur tout le territoire. Et puis le problème sociétal, aujourd'hui, notre société, c'est 90% de citadins, ce qui est un grand changement par rapport à il y a 50 ans, où c'était plutôt même l'inverse. Donc des gens qui ne savent plus, et on le voit, c'est l'agribashing, c'est le bashing aussi sur les agriculteurs, etc. Les gens ne savent plus comment fonctionne ce monde rural. Et à la sortie de cette période Covid, c'est encore plus prégnant. C'est-à-dire que les gens ont réinvesti leur résidence secondaire, les gens qui n'en avaient pas en ont acheté, et les gens arrivent massivement dans le monde rural. Et donc il faut qu'on les accueille. Il ne faut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. On fait depuis toujours, on sait faire et on fait bien. C'est-à-dire qu'on fait bien, mais il faut qu'on arrive à trouver les moyens de les accueillir, de leur expliquer pourquoi on fait ça, comment on fait ça, pour que ça passe. Parce que sinon, c'est vrai que le fameux problème de la coupe rase, ou que j'appelle plus coupe de renouvellement, les gens sont choqués. Moi, dans ma communauté de communes, on veut abattre 3 Antoine Damécourt, pardonnez-moi, il faut qu'on avance, donc je vous laisse... Voilà, je conclus. Un exemple plaît. flagrant, dans ma communauté de communes, on veut abattre 3 prunus pour faire un centre de coworking. Eh bien, on a des opposants parce qu'on va abattre des arbres, quoi. Je veux dire, Donc voilà, c'est un grand sujet. J'ai brossé un peu le total, mais voilà, on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éléments. Bertrand Servois, je termine avec vous. Bonjour. Merci également de votre présence. Vous êtes président d'Unisilva, coopérative forestière, également président de l'Union de la coopération forestière française, l'UCFF. Vous êtes ingénieur agronome de formation, engagé très tôt dans les organisations professionnelles de la forêt privée, en plus de votre parcours professionnel. Unisilva regroupe des propriétaires forestiers sylviculteurs pour la gestion et la valorisation de leurs forêts. Son territoire s'étend principalement sur l'Auvergne, la Bourgogne, le centre Val-de-Loire et le Limousin. Je vous laisse également la parole au sujet des forêts et du changement climatique. La question des coopératives, c'est quoi au départ? C'est le regroupement de forestiers pour les aider à devenir des professionnels de la chose. Il y a quand même une grande différence entre l'agriculture et la forêt, et je remercie le président de nous inviter à cette table ronde ici. On devrait d'ailleurs appeler notre forum le FFF, un 3e F, qui serait celui de la forêt. D'ailleurs, je crois que tu le disais hier dans ton discours. Il y a une différence énorme, c'est le temps qui est long. Pour un forestier, il va mettre 150 ans à conduire un beau chêne pour en faire des poutres pour la rénovation de Notre-Dame, pour sa flèche, pour sa nef, etc. En agriculture, c'est annuel. Quand on fait des bêtises techniques sur le terrain, on a le résultat très net à la campagne lorsqu'on fait la récolte, et l'année suivante, on peut corriger le tir. Ou alors, on se ferme les yeux. Mais en forêt, lorsqu'on fait des bêtises en forêt, c'est pour longtemps, et le résultat, on l'a quelques années plus tard, et c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, il y a cette différence du temps. La deuxième différence, c'est que en agriculture, on vit de ce métier. C'est un métier à plein temps. En forêt, c'est un métier secondaire. Peu de forestiers en France vivent complètement de leur forêt où ils sont à demeure. Ils sont principalement des gestionnaires. Et pour les aider à être gestionnaires, il faut arriver à professionnaliser leur attitude, leur regard et leurs décisions.
Alors, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça qui sont à aider et à conduire vers cette professionnalisation. Ça, c'est un peu le rôle aussi des coopératives. Il y a les forestiers d'abord. Ils sont détenteurs pendant leur vie, pendant le mandat qu'ils ont de leur famille, de gérer au mieux leur forêt et de la passer, de la transmettre aux générations futures. Le gros sujet là-dedans, c'est renouveler vos forêts, rajeunissez celles-ci et ne pas transmettre à vos enfants des forêts qui sont vieillissantes, comme disait Antoine tout à l'heure, qui risquent de mal supporter ces changements climatiques. Et pour ça, ça veut dire de la formation. Ont été mis en France des systèmes de formation qu'on appelle les FOGEFOR, dans lesquels, organisés par les syndicats, par le CNPF, par les coopératives qui y participent. Et ça permet aux jeunes forestiers, aux futurs forestiers, aux forestiers accomplis, de connaître un peu les différents éléments de réflexion, de décision, de dialogue, et permettre de travailler et de comprendre le discours d'un technicien. Ce sont des appuis techniques, c'est des appuis de commercialisation. Là aussi, un propriétaire tout seul avec ses bois sera mal en peine de commercialiser tout seul facilement la totalité de sa production forestière, d'où l'idée de ce regroupement. Deuxième population, les industriels. C'est à eux que l'on livre les arbres qu'on récolte dans nos forêts. Ces industriels, ils ont des besoins de visibilité. Donc tout ce qui permet d'avoir une visibilité dans l'approvisionnement, pour savoir que 20, 30 ou 40% de l'approvisionnement d'une scierie est assuré en début de campagne, c'est quelque chose qui va les garantir dans leur fonctionnement, qui leur permettra d'investir dans leurs outils, etc. Et ça, c'est un rôle aussi du regroupement de l'offre qui est, comme on l'a dit, on est plusieurs millions de forestiers ou plus sérieusement plusieurs centaines de mille qui produisent vraiment, regrouper les offres pour assurer l'approvisionnement des coopératives, des scieries, c'est quelque chose d'important. Ces scieries doivent investir aussi. Et on regrette aujourd'hui d'avoir une très grande différence entre deux filières de scieries, qui sont la filière des résineux et la filière des feuillus, et notamment des chênes. Les grandes scieries résineuses se sont mis depuis plus d'une dizaine d'années à la hauteur de leurs comparses européennes. Elles sont comparables, de temps en temps plus petites, mais elles sont comparables. Et ça a été le fruit de très gros investissements qui dépassent largement un professionnalisme et un capitalisme familial. En matière de feuillus, et notamment pour les chênes, nous n'avons pas vu encore en France ce mouvement s'opérer de manière importante. On a encore des entreprises vraiment à taille humaine et familiales, mais qui n'ont pas des possibilités d'investissement suffisantes pour affronter la concurrence internationale. Troisième population pour laquelle il y a un besoin de professionnalisme, les consommateurs. Lorsque vous allez acheter vos planches, vos panneaux, vos pannes, etc., sur le marché, les consommateurs demandent à ce que les bois qu'ils achètent, les produits qu'ils achètent, soient issus de forêts qui sont gérées durablement. Et un certain nombre d'opérateurs, dont les fameuses coopératives, assurent ça par des certifications PEFC, par des certifications ISO. C'est quelque chose où ça nous oblige à monter en gamme dans un professionnalisme, c'est-à-dire on suit des itinéraires techniques qui doivent être corrects. L'opinion, on en a dit quelques mots aujourd'hui, l'opinion est devenue très sensible à la chose forestière et s'y intéresse. Un des premiers ministres, pas l'actuel, mais le précédent, avait dit au pire moment de la crise Covid, au moins ce qui est bien en France, c'est qu'il y a 67 millions de spécialistes du Covid. Et bien maintenant, nous avons 67 millions de spécialistes de la chose forestière. Il y a 40 ans, la forêt était gérée par des ingénieurs forestiers, par des spécialistes, et personne n'avait rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, c'est différent. N'importe qui, dans la rue, vous pouvez passer le micro. Ah oui, il ne faut pas faire de coupe rase, il ne faut pas planter des résineux, il faut faire attention à la biodiversité. Tout le monde a son opinion là-dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
cette opinion, elle est sensibilisée par ce phénomène du changement climatique. Le changement climatique, les origines, ça, M. Dott l'a suffisamment dit, c'était cette utilisation massive pendant 2 siècles ou 3 siècles des ressources du sous-sol en matière d'énergie, que sont le charbon, le pétrole, le gaz, etc. La conclusion et l'impact sur le réchauffement du climat. Et cette opinion dit, mais vous autres, pendant 2 siècles, vous nous emmenez dans le mur, vous avez fait de tels dégâts avec votre utilisation générale que on est parti pour des augmentations de température avec le cortège d'un changement climatique violent, des tempêtes, des augmentations de température, et vous voyez le résultat sur vos propres forêts. On a derrière ça une réflexion, j'allais dire, métaphysique. Quand j'étais enfant, on parlait de la Terre. Aujourd'hui, on parle de la planète. On est dans un domaine presque d'un panthéon à la romaine, c'est-à-dire que la planète est une divinité majeure. Et vous avez des divinités qui sont des associations entre la divinité majeure et les humains, et une d'entre elles s'appelle la biodiversité. On ne sait pas très bien ce que c'est, on sait que c'est important, mais surtout, il ne faut pas y toucher, c'est du niveau religieux. Vous voyez, et c'est pas facile après de parler technique quand on n'est pas au même niveau de réflexion et d'inquiétude. De l'opinion, on passe aux politiques. Nos hommes politiques se font élire par des citoyens et qui ont leur opinion sur les choses. Et il ne vous a pas échappé que cette année est une année dangereuse pour nous en France, parce qu'on a des élections présidentielles et des élections législatives. Et donc, il faut perpétuellement faire comprendre aussi à des hommes politiques l'intérêt de la chose, le fait qu'on ne peut pas donner des ordres radicaux à une filière qui est sur du très long terme. Hein, il faudra pouvoir faire des essais, on fera des erreurs, on peut s'améliorer, et tout ça, ça se fait avec du professionnalisme, c'est-à-dire des essais, du résultat et de la conclusion pour s'améliorer. Voilà un peu le contexte dans lequel, général, on est là-dessus, et naturellement, tout ce qui touchera l'innovation sera bienvenu là-dessus, avec la grande question de en combien de temps on a des résultats sur l'innovation en forêt. Ce n'est pas en une année. Effectivement, merci beaucoup Bertrand Sarbois également pour ces éléments de réponse. Nous avons la chance cet après-midi d'avoir avec nous en salle la sénatrice Vanina Paoli-Gagin. Je vais vous demander, Madame la sénatrice, de bien vouloir vous lever. On va vous passer le micro. Bienvenue à vous. Je vous remercie. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir convié à ce déjeuner et à cet après-midi de discussion autour de la forêt. Alors, je suis effectivement sénateur de l'Aube. Je suis rapporteur des crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche au nom de la Commission des finances du Sénat. Je suis avocat aussi, c'est mon métier en fait. Et je suis sensibilisée de longue date aux enjeux de la transition écologique à titre personnel et associatif. Je suis présidente de l'Association des communes forestières de l'Aube, très nouvellement élue aussi, et secrétaire de l'Union régionale des communes forestières du Grand Est, le Grand Est regroupant à peu près un tiers du massif forestier français, ce qui n'est pas négligeable. Alors moi, je ne fais pas partie des 67 millions, je ne suis pas sachante. Je suis apprenante, donc je suis fraîchement élue, y compris au Sénat. Donc j'essaie de comprendre en écoutant les uns et les autres, à commencer par les personnes sur ma circonscription, puisque je suis essentiellement élue de la ruralité. Et en fait, ce que j'arrive à entrevoir d'ores et déjà, et vos propos ne m'ont pas inscrit en faux sur ces premiers présupposés, c'est que la forêt, c'est un univers extrêmement complexe et qui est pétri d'injonctions contradictoires, qui a une multitude d'usages qui aussi peuvent se contredire entre eux. Hein. On voit ça tous les jours à la télévision, comme vous le disiez. Et donc, en fait, quand on est sur des sujets comme ça, très souvent, il faut essayer de prendre de la hauteur, sinon on n'arrive jamais à résoudre ce type de sujet. Donc, la première réflexion que ça m'inspire, c'est que d'abord, on est dans le domaine du vivant. Beaucoup de gens l'oublient. Ensuite, on est dans le domaine du temps très long, ça, vous l'avez dit.
Et puis, la forêt, en tout cas pour la France, ça a toujours été un actif stratégique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Quand j'observe l'histoire, le temps long, la forêt, c'est un actif stratégique. Ça l'a toujours été pour nous, que ce soit pour faire de nous une puissance navale, que ce soit pour avoir une énergie vivrière, quand on se chauffait effectivement avec le bois. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on dépassionne tous les débats et qu'on remonte à ce niveau-là de réflexion un peu macro, pour essayer effectivement de se dire, est-ce que nous, en France, on peut faire mieux avec notre forêt? Sincèrement, je pense que la marge de progression, elle est gigantesque. Parce que quand je compare avec d'autres pays voisins, tels notre voisin de proximité, l'Allemagne, qu'on cite toujours comme exemple du meilleur élève de cette classe européenne, ben, je crois qu'ils ont à peu près 2 fois moins de forêt que nous. Et eux, ils ont un excédent de balance commerciale avec leur forêt. Où est l'erreur française, encore une fois? Donc moi, j'ai envie de m'intéresser à ça. Et je pense qu'il va falloir que le public et le privé travaillent la main dans la main. Je pense qu'il va falloir remembrer. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup de choses pour mieux gérer cette forêt qui est effectivement une ressource, je pense, qu'on doit préserver pour les générations futures, mais qui est aussi une source de création de valeur pour notre économie. Donc je pense qu'il faut essayer de se garder de tous les dogmatismes sur ce beau sujet-là. Et je pense que c'est un sujet de commissariat au plan, par exemple, la forêt. Et je partage assez ce qui a été dit par Madame Alexandre, c'est-à-dire que à chaque fois, ce sont des approches transversales. Mais en fait, la forêt, c'est vraiment s'il y a une verticale, je pense que la forêt en est une. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à l'aune de la jeunesse de mes connaissances sur le sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'apprends grâce à vous. Je pense que ça va être une formation accélérée. Merci à vous de votre participation. On peut effectivement vous applaudir. On va prendre des questions, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez continuer et profiter de ces quelques minutes qu'il nous reste pour poser toutes vos questions à nos intervenants, pour vous qui nous regardez avec le cadre juste en dessous, en français, en anglais. C'est vous qui voyez. Je crois que nous avons également en salle monsieur Constantin Kinski qui voulait poser une question. Il est au fond. Je vais laisser du coup notre hôte effectivement lui remettre le micro. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. J'ai le droit à la parole le premier, simplement parce que je vais suivre votre brillant exemple, puisque je viens de République tchèque, qui est le prochain pays à prendre la présidence après la France. On a du boulot et vous inquiétez pas, nous aussi, on vient d'avoir les élections parlementaires. On aura probablement les élections présidentielles anticipées. Donc le chaos politique autour de ces questions qui demandent des perspectives de long terme, on va apprendre de vous pour essayer de le gérer ensemble. Ma question est... Est-ce que, pardonnez-moi monsieur Kinski, est-ce que vous pouvez peut-être vous représenter pour l'Assemblée, oui, s'il vous plaît? Constantin Kinski, République tchèque, et plutôt effectivement du syndicat forestier. Pardon. Je voudrais rebondir entre ce que m'a dit Madame la sénatrice, l'aspect macro, et puisque nous avons entendu aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse descendre sur le niveau, pas forcément micro, mais méso, à savoir que tant qu'on n'aura pas mis un prix sur la valeur du changement climatique, et ce qui est encore plus difficile, sur la valeur de la biodiversité, on n'arrivera pas à réconcilier la puissance et l'inventivité des forces économiques avec l'exigence environnementale. Et j'aimerais savoir, d'abord dire à nos 3 premiers intervenants quelle joie, quel bonheur c'est pour nous, propriétaires, exploitants, d'écouter d'abord la science, d'introduire de la raison dans le débat, et ensuite leur demander quel est l'état de l'art justement sur la question du prix traduisant la valeur qu'une société met sur le changement climatique et la défense de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez réagir rapidement en plateau sur ce qui vient de sur le prix, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de travaux qui sont des travaux différents. Il y a beaucoup de travaux sur le prix de la tonne de carbone. Et il y a des travaux un peu moins nombreux, mais qui commencent à l'être quand même maintenant sur la rémunération la valeur de la biodiversité et la rémunération de ces services écosystémiques. Alors, je vous renvoie, pour ce qui est de la France, au Grenelle de l'environnement. Un des apports du Grenelle de l'environnement avait été de dire qu'il fallait mettre un prix sur ces 2 choses-là. Ça avait été un discours assez important du président de la République de l'époque à l'Élysée. Et à la suite de ça, 2 commissions avaient été créées justement sous l'égide du commissariat général au plan, qui s'appelait à l'époque le CAS, et qui est devenu maintenant France Stratégie, ce qui ne contribue pas à la clarté des choses, mais enfin c'est quand même le même organisme. Une
une sur le prix du carbone et une autre dans laquelle je m'étais beaucoup investi moi-même sur le prix de la biodiversité. Et donc ce rapport est sorti en 2011 et en 2011 on a proposé des valeurs en étant extrêmement prudent, donc des valeurs basses par conservatisme, qui, à mon avis, sont aujourd'hui plus hautes, à la fois parce qu'il y a une raréfaction des services écosystémiques, ce qui fait monter le prix, et parce qu'on a de nouvelles études qui montrent que les prix doivent être un peu plus élevés. Ça n'était pas que sur la forêt, bien sûr, c'était sur plusieurs services écosystémiques délivrés par différents écosystèmes. Il y avait aussi les prairies, les zones humides, etc. Donc, on a maintenant les moyens de valoriser ça. On sait à peu près le faire, pas évidemment à l'euro près, mais dans les grandes masses. Sauf qu'on n'en tire pas beaucoup de conséquences sur la mise en place de marchés de ce type, et on n'en tire pas non plus de conséquences. Alors beaucoup de gens disent qu'il faudrait mettre en place des marchés de ce type. Moi, je pense qu'il faut plutôt commencer par la fiscalité, parce que c'est plus facile, ou en tout cas c'est moins difficile, parce que ce n'est pas facile, d'avoir une fiscalité qui pèse moins sur les écosystèmes qui délivrent le plus de services écosystémiques, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Je prends un exemple que j'aurais pu citer tout à l'heure. Rapidement, hein, Guillaume. Oui, en 2 mots. On a des mécanismes pour reboiser les terres agricoles. Et on a un certain nombre d'incitations fiscales là-dessus, notamment l'exonération de taxes sur le foncier non bâti dans les années qui suivent, qui est différente selon l'essence qu'on plante. C'est une bonne chose que ce soit différencié selon les essences. En revanche, on ne tient pas compte du milieu dans lequel on plante. Et donc, on a la même exonération qu'on plante sur un sol labourable ou qu'on plante sur une prairie. Or, dans un sol de prairie, vous avez autant de carbone dans un hectare de prairie que dans un hectare de sol forestier, sans compter bien sûr la biomasse aérienne qui donne l'avantage à la forêt, alors que vous en avez très peu dans le sol labourable. Donc il est beaucoup plus intéressant, à la fois du point de vue du changement climatique et du point de vue de la biodiversité, de reboiser des sols labourables que de reboiser des sols de prairie. Voilà une réflexion qu'on pourrait poursuivre concrètement. Merci beaucoup Guillaume Saint-Denis pour ces réponses. On va prendre du coup des questions en complément qui viennent des personnes qui nous suivent en distanciel cet après-midi. Question notamment pour vous, Sylvie Alexandre. Vous parliez tout à l'heure de gouvernance à réadapter, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous suggérez justement pour réadapter cette gouvernance et intégrer la stratégie forêt au sein des autres stratégies ? En quelques mots, et ce sera valable du coup pour la suite du panel, je compte sur vous pour des réponses assez concises puisque le temps nous est relativement compté cet après-midi. Alors, quelle est la recette de l'omelette miracle ? C'est ça. La première recette d'une omelette, c'est de casser des œufs. Non pas que la gouvernance actuelle y ait tout à rejeter, mais disons qu'il y a un jeu d'acteurs et un jeu de forces qui fait que l'équilibre des forces est toujours nul. Et que ce qui sort des grands-messes successives, qui, je vous rassure, se suivent et se ressemblent assez fatalement, c'est qu'il n'y a pas de décision de politique publique. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. Alors, notre papier, il y a une vingtaine, enfin, on en est à 24 ou 25 signatures. Je ne parle pas là uniquement en mon nom, c'est une réflexion qu'on a vraiment de façon collective. Ce qui compte, et je pense que la filière bois et aussi les parlementaires, Madame le Sénateur, sont prêtes à ça. Ce qui compte, c'est une impulsion qui vienne de l'État. Ça rejoint la question de tout à l'heure sur les instruments économiques. Tarifer le carbone ou tarifer la biodiversité, c'est du travail pour des docteurs ingénieurs, des scientifiques. Et c'est du travail de longue haleine. C'est au choix de politique publique d'orienter les investisseurs. La filière forêt-bois, elle souffre d'un défaut chronique de l'amont à l'aval, c'est le sous-investissement. Et ça, c'est lié à une défaillance de la volonté de politique publique. Donc, nous, ce que nous avons essayé de montrer, c'est qu'il faut, au lieu de décourager, et en particulier les propriétaires privés, puisque sur les forêts publiques, il y a, je dirais, une organisation différente. Et encore une fois, 47% de notre surface forestière n'est pas du tout gérée. Il faut voir l'étendue du problème. Il faut arrêter de décourager l'initiative. Il faut arrêter de décourager les propriétaires qui veulent gérer leur forêt, qui veulent l'adapter au changement climatique. Il faut des instruments économiques
fiscaux, on vient de le dire, mais aussi budgétaires. Il faut un ensemble, il faut un environnement. Parce que quand vous êtes un propriétaire privé, vous êtes le réceptacle de toutes les politiques publiques. Elles viennent toutes se concentrer sur votre bureau. Et donc, si à la fin des fins, la résultante des forces, c'est que vous avez intérêt à ne rien faire, parce que vous allez collectionner les embêtements, parce que ça ne va pas vous rapporter, parce que ça va vous coûter, parce que si, parce que ça, eh bien, vous ne faites rien. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut réorienter la politique publique pour entourer la propriété forestière privée, l'inciter à se professionnaliser, l'inciter à avoir un discours économique et avoir une vision systémique. Et pour ça, il faut unifier les tutelles. On ne peut pas continuer d'avoir une gouvernance publique en tuyau d'orgue, avec une forêt qui est là, et puis des décisions qui se passent sur la transition environnementale qui sont là, y compris par des grands investisseurs privés. Il faut qu'il y ait des grands acteurs privés et publics qui s'impliquent dans la forêt, dans la filière forêt-bois. Et ça ne se fait que par une décision de politique publique assez globale. Alors, il y a des réformes de fond à faire dans la sphère privée, dans la filière forêt-bois. Il faut beaucoup plus inciter, on l'a dit, à l'investissement dans les entreprises de transformation. Il faut aussi travailler, je vois dans la stratégie forestière qui vient d'être publiée, on explique d'une manière tout à fait sympathique qu'on va réformer le règlement produit de construction. Mais sait-on qu'autour de la table du règlement de produit de construction, il y a des filières de matériaux qui sont fossiles, qui émettent énormément de gaz à effet de serre, et que le régime d'analyse de cycle de vie du matériau bois a fait l'objet d'une opposition constante dans ce cadre-là, au niveau communautaire, que la France a été battue là-dessus. Que la France a pris dans sa loi sur la construction des dispositions sur l'analyse de cycle de vie du matériau bois qui ne sont pas celles qui étaient préconisées par la Commission européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle souhaite rendre à César ce qui appartient à César et donner au matériau bois sa vraie valeur. D'ailleurs, on est arrivé, je dirais, à la moitié du chemin et pas au bout. Voilà des choix de politique publique qu'il faut savoir faire en cohérence. Et pour le moment, la cohérence n'est pas assurée. Donc, merci beaucoup. Propositions là-dessus. Merci infiniment, Sylvie Alexandre. Jean-François Daude, vous voulez réagir très très vite. Je compte sur vous. Oui, sur biodiversité et services écosystémiques. Souvent, biodiversité pour la forêt, c'est résumé à bois mort et très gros bois. Or, ces deux compartiments sont en augmentation très rapide, on le mesure dans les statistiques, du fait de la dynamique des peuplements et en particulier de l'abandon d'une grande partie des forêts, d'une part, et de l'extension des dégâts sanitaires liés au réchauffement climatique. C'est donc totalement inefficace d'encourager la progression de ces deux substrats avec des mesures de politique publique, des dépenses d'argent, etc. En revanche, ce qui est le support essentiel des services écosystémiques fournis par les forêts, c'est d'avoir des forêts en bon état de santé, productives. La productivité n'est pas un gros mot, c'est le signe qu'on a fait de bons choix de boisement, on a bien orienté le boisement. Et ça, pour l'acquérir dans le contexte actuel de dégradation des conditions climatiques, ça suppose un renouvellement beaucoup plus actif. Deuxièmement, ça suppose de ne pas se contenter des 138 espèces qui sont déjà dans la forêt, mais d'introduire des populations, des variétés et des espèces éventuellement exogènes, en tout cas à bon escient, et en diversifiant ces options à l'échelle du massif. N'emmerdons pas trop les sylviculteurs à les obliger à tout mélanger intimement, pied par pied. En revanche, diversifier ces options à l'échelle du massif, c'est quelque chose d'important. Et pour arriver à soutenir les services écosystémiques par cette diversification intelligente, il est fondamental d'investir, d'avoir des investissements intelligents, protéger des dégâts de gibier, par exemple, avec de bonnes sources de graines et de bon matériel végétal. Et tout ça, ça veut dire qu'en encourageant l'investissement, c'est pas uniquement l'économie, la filière, l'industrie qu'on encourage, c'est tout simplement le substrat essentiel de la qualité des services écosystémiques en forêt. Je voulais insister sur cet aspect de la biodiversité, celle qui est liée à la génétique et à l'aspect spécifique, parce que très souvent, il est omis lorsqu'on parle des forêts. Et c'est parfaitement entendu. Merci, Monsieur Dott. On a le temps encore de prendre une toute dernière question en ligne. Cette question, elle sera pour vous, Guillaume Saintony. Est-ce que vous avez des suggestions concrètes pour la présidence française ? Alors, d'abord, je pense qu'il est un peu tard pour les formuler parce que tout est un peu bouclé. Écoutez, il faudrait d'abord, pour que la France ait envie de prendre le leadership sur les questions forestières en Europe, il faudrait qu'elle ait une politique interne cohérente et, comme on l'a vu, ce n'est pas tout à fait le cas. Je crois que on a en France des gouvernements qui demandent en gros un rapport sur la forêt tous les 5 ans, à soit un grand intellectuel du genre Bertrand de Jouvenel, c'était sous Giscard,
soit un parlementaire, Mme Catelot récemment, le rapport Durour sous Mitterrand. Enfin, en gros, tous les 5 ans, il y a un grand rapport qui dit en gros la même chose depuis 30 ou 40 ans, et il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc ça, je crois que c'est un petit problème. On a un deuxième problème qui, je crois, être un problème de temporalité. Ça a été dit, on a parlé de plus d'un siècle, disons qu'en dehors des peupliers, c'est difficile de raisonner à moins de 80 ans sur une forêt. Quand vous parlez avec des élus locaux qui ont un mandat de 6 ans et qui changent leur plus tous les 10 ans, et que vous leur expliquez que ce n'est pas forcément génial d'avoir mis en U ou en AU telle parcelle forestière qui a été reboisée à grands frais, parce que maintenant les plantations, quand même, ça coûte cher, il faut mettre des protections gibier, ce qui augmente le coût, etc., que cet effort a été fait en vain, puisque la parcelle, tout d'un coup, est destinée à être urbanisée, ils ne comprennent pas du tout, parce que ce n'est pas leur temporalité. Et puis, ce qui prend du temps nécessite de la recherche et de l'innovation, ça a été dit. J'ai vu que les forestiers français se sont satisfaits d'avoir 200 millions d'euros dans le plan de relance récent. Sauf erreur de ma part, les Allemands en ont eu 500. Vous parliez de cet exemple, Madame la sénatrice. Une des différences avec l'Allemagne aussi, c'est qu'on oublie que l'Allemagne a une forêt qui est plus homogène, donc qui est moins intéressante en termes de biodiversité que la France, mais qui est plus facile à exploiter, parce que plus il y a d'hétérogénéité, plus c'est difficile à exploiter. Et puis, il y a un problème de rentabilité. Sylvie l'a mentionné. Il y a un certain nombre de sylviculteurs ou de propriétaires forestiers qui n'exploitent plus parce que baisse récente des cours de bois, même si ça remonte un peu maintenant, plus augmentation de la fiscalité. On a sorti une note à laquelle je vous renvoie à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité très récemment, en comparaison à la taxation des forêts européennes, travail qui, à mon avis, n'avait pas été fait précédemment, qui montre deux choses. Un, les forêts françaises sont légèrement plus taxées que la quasi-totalité des forêts européennes. Et deux, contrairement à ce qu'on croit, on dit toujours que la forêt française est moins taxée que d'autres biens. C'est plutôt vrai en France, mais elle est davantage taxée que les autres forêts européennes. Or, la compétitivité, elle se fait avec les autres pays. Et par ailleurs, cette fiscalité a augmenté récemment. On a eu plusieurs, alors ce sont des petites augmentations, mais qui additionnées finissent par faire une augmentation de la fiscalité. Merci beaucoup Guillaume Saintony pour ces réponses. On arrive au terme de cette table ronde. Ce que je vous propose à chacune et chacun d'entre vous, c'est de prendre, j'allais dire entre 30 et 45 secondes, si vous le pouvez, pour apporter votre conclusion. Je commence avec vous, Jean-François Dott. J'ai envie de dire que ce qui est fondamental aujourd'hui pour relever le défi climatique en forêt, c'est le renouvellement. Et ça suppose d'une part de recourir massivement à la plantation, en faisant des choix avisés sur ce qu'on plante. Et cela suppose deuxièmement de faire des coupes. Et on ne pourra pas faire l'adaptation des forêts au changement climatique sans coupe rase. Je le dis bien que ce mot soit quasiment tabou dans le débat public. On peut faire des coupes rases intelligentes. En tout cas, elles seront indispensables partout où il faudra complètement renouveler le matériel végétal, où on ne peut pas se contenter uniquement du recru naturel apporté par la population en place. Et donc, il y a une nécessité de pédagogie. Et je crois que les forestiers doivent faire l'effort de cette pédagogie auprès du grand public, en particulier auprès des élites qui ont accès aux médias et à l'université, pour expliquer en quoi la coupe rase, comme toutes les autres modalités de coupe, fait partie du savoir-faire forestier et qu'elle est aujourd'hui indispensable pour faire une adaptation réussie et intelligente. Et il faut commencer tout de suite en plus. Merci beaucoup. Sylvie Alexandre. Oui, moi j'ai envie de dire qu'une coupe rase, ça n'est jamais qu'une coupe définitive de régénération sur une régénération acquise. C'est l'acte même par lequel on régénère la forêt. Donc opposer la durabilité de la gestion et la coupe rase, c'est une absurdité. Réaliser un antagonisme et continuer à raisonner sur un antagonisme entre la survie des arbres et la survie des écosystèmes et de la biodiversité, c'est une deuxième absurdité. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité publier cet avis, ce point de vue d'académicien. Il y a dans notre groupe des gens qui sont venus d'horizons divers. On peut imaginer que à la section forêt-bois de l'Académie, il y a une certaine homogénéité. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des scientifiques, il y a des écologues. Je suis très fière de pouvoir dire qu'Antoine Kremer, qui a reçu un prix scientifique sur la génétique forestière, dont tout le monde connaît dans le monde entier les travaux sur la génétique des chênes, a signé. Il a lu le papier et il a apporté son soutien. Ça veut dire qu'il y a des réflexions qui viennent converger dans cet avis d'académicien
pour une vision enfin systémique, pour une responsabilité, pour que la société française regarde la forêt et les services que la forêt lui fournit et qu'elle y attache la même importance que la société allemande attache à sa forêt. C'est un problème vraiment culturel et je pense que le grand défaillant, et là je parle en mon nom propre, le grand défaillant dans ce domaine, c'est bien l'État. Je pense que les acteurs, les autres acteurs, les collectivités, les parlementaires, les ONG, le grand public, la filière sont prêts. Ils demandent des forêts accueillantes, ils demandent des forêts résilientes, ils demandent du bois dans l'énergie et du bois dans la construction. Ils veulent cette transition. C'est donc à l'État de traduire ce besoin social profond, vraiment profond, et d'autant plus profond dans la période très troublée que nous vivons aujourd'hui, en actes concrets. Il faut passer aux actes aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie Alexandre. Guillaume Saint-Denis, vraiment en un mot. Oui, ben, comme on n'a pas le temps, ce mot sera une question. En 1998, il y a eu un sondage BVA publié dans le Chasseur français qui demandait aux Français de reconnaître trois feuilles d'essence d'arbre, le chêne, le charme et le hêtre. Alors, comme je ne peux pas demander à tout le monde, je vais me permettre de vous demander à vous, Madame la sénatrice, combien croyez-vous que de Français ont répondu, ont été capables de reconnaître les trois feuilles? Quel pourcentage de Français? 10%, 5%, la réponse est 0,5%. Bon. Donc il y a aussi un problème d'éducation du grand public. Absolument. Qui intervient beaucoup dans la gestion forestière, comme c'est dit tout à l'heure, pour dire ce qu'il pense et ce qu'il préfère, mais qui souvent n'a pas les bases. Et si vous allez je pense que dans les pays anglo-saxons, c'est différent parce qu'il y a une culture naturaliste qui est plus importante chez les gens qu'en France. C'est un vrai Merci problème. beaucoup. Antoine Damécourt. Oui, alors assez rapidement, en fait, l'homme a du mal à gérer ce qui vit plus longtemps que lui. Typiquement, la forêt, elle est sur plusieurs générations. Donc il faut qu'on arrive à apprendre aux gens à faire ça. Mais c'est vrai que là, le réchauffement et le renouvellement urgent de cette forêt en France, il va falloir qu'il passe par un engagement de l'État. Donc évidemment, c'est peut-être insuffisant le plan de relance avec ses 150 millions d'euros vers le reboisement. Mais donc, et ça, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il faut que derrière, l'État s'engage à alimenter le fameux fonds stratégique de la forêt et du bois. Je disais toujours que ce fonds stratégique, il avait un problème de fond, c'est qu'il n'y avait pas de fond dans le fond et qu'on voyait le fond du fond. Voilà. Donc aujourd'hui, les services rendus par la forêt, Madame la sénatrice, Madame le sénateur, sont énormes. Et donc il faut trouver des fonds qui viennent du carbone, de la purification de l'eau. En tout cas, il faut alimenter ce fonds stratégique, sinon notre forêt aura des grosses difficultés. En un mot, Madame la sénatrice, vraiment. Merci beaucoup. Et on termine avec vous, Bertrand Serbois. Oui, pour la première fois depuis de nombreuses années, l'État a consacré des sommes importantes, même si elles sont faibles par rapport à d'autres États, dans le cadre du plan de relance, pour aider les forestiers à réinvestir dans la plantation de leurs forêts. À l'évidence, si ça s'arrête en fin 2023, ça sera un coup d'épée dans l'eau. C'est à l'évidence quelque chose qu'il faut pérenniser, donc trouver ses moyens. Je rappelle que pour un forestier qui investit avec ses propres deniers, il n'aura les résultats de son investissement que 150 ans plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on fait en fermant les yeux, en disant c'est pour les générations futures, c'est pour notre pays, c'est pour transmettre une forêt vivante et de production aux générations suivantes. Mais il faut vraiment une aide dans la pérennité. Il y avait autrefois un fonds forestier national qui a énormément fonctionné après la guerre. Et maintenant, il y a besoin de quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais il faut quelque chose de ce type-là. Et les messages sont parfaitement passés. Merci encore à tous les 5 d'avoir été avec nous pour cette table ronde. On peut vous applaudir bien fort. Je vous laisse rejoindre la salle. Merci beaucoup pour ces échanges.